Le Troisième Reich n'a pas duré 1000 ans, il en a duré 12. Mais en ces 12 années, un groupe d'hommes a restructuré l'Europe, a déclenché la guerre la plus sanglante de l'histoire et a ordonné l'assassinat systématique de millions de personnes. Ils l'ont fait depuis des bureaux, des bunkers, des tables à manger et des lits. Ils l'ont fait au sein de routines reconnaissables. Le café du matin, la révision du courrier, la promenade de l'après-midi, le film avant de dormir, c'est ce qui rend ce récit perturbant. Les hommes qui ont mis en marche l'Holocauste se rasaient aussi chaque matin. Celui qui a supervisé l'extermination de 6 millions de Juifs souffrait de douleurs stomacales chroniques et dépendait d'un masseur pour fonctionner. Le principal propagandiste du régime dictait son journal chaque jour sans faute. Celui qui a pillé les musées d'Europe dormait tard dans une robe de chambre en velours vert. Pendant 12 ans, ces hommes ont eu des routines. Et leurs routines nous disent quelque chose sur eux que les discours et les documents de guerre ne révèlent pas toujours. Comment ils fonctionnaient, comment ils pensaient, ce qui les mouvait quand personne ne les observait. À 11 heures du matin, quand la plupart des chanceliers d'Europe travaillaient depuis des heures, Adolf Hitler quittait à peine ses appartements. C'était un schéma qui s'est maintenu pendant des décennies. Depuis ses années à Vienne, quand il dormait jusqu'à midi dans la chambre partagée avec Auguste Kubizek au Stumpergasse 29, jusqu'à ses dernières semaines dans le bunker sous la chancellerie du Reich. L'historien Jan Kershaw le documente avec précision. Au Berghof, sa résidence alpine au-dessus de Berchtesgaden, Hitler apparaissait normalement dans les pièces des étages inférieurs vers 11 heures du matin. Il lisait les résumés de presse, recevait les premiers rapports de Martin Bormann et prenait les décisions les plus urgentes du jour. Mais la véritable journée, selon tous les témoignages de ceux qui l'entouraient, commençait avec le déjeuner. Le déjeuner au Berghof était servi entre 2 heures et 3 heures de l'après-midi, parfois plus tard. Albert Speer, qui a assisté à des centaines de ces repas au fil des ans, le décrit dans ses mémoires avec une précision presque entomologique. Les convives se réunissaient dans l'antichambre. Hitler choisissait la dame à qui il donnerait le bras pour entrer dans la salle à manger. Bormann, depuis environ 1938, avait le privilège d'escorter Eva Braun, qui s'asseyait généralement à la gauche du Führer. Les murs de la salle à manger étaient lambrissés de bois de mélèze de ton clair. Les fauteuils étaient recouverts de cuir rouge marocain. La verrerie, simple et blanche, portait le monogramme d'Hitler. La vaisselle d'argent était identique à celle qu'il utilisait à Berlin. Le repas servi était délibérément simple. Soupe, un plat principal, dessert, de l'eau minérale, Fackinger pour Hitler, du vin ou de la bière berlinoise en bouteille pour les invités. Les serveurs étaient des membres de la garde des SS vêtus d'une veste blanche et d'un pantalon noir. Hitler mangeait ses plats végétariens. Les autres pouvaient manger de la viande s'ils le souhaitaient, mais peu osèrent de faire trop de contraste. Margot Wölk, l'une des 15 jeunes femmes qui goûtaient les aliments du Führer à la tanière du loup, entre 1942 et 1944, a décrit des décennies plus tard les plats qu'il ingérait chaque matin avant qu'on ne les apporte au quartier général. Asperges blanches, poivrons, choux-fleurs, riz, salade de fruits. Tout était végétarien, le plus délicieux, toujours servi dans une assiette et très bien présenté, a-t-elle déclaré dans des propos recueillis par Reuters en juillet 2013. Les probabilités que les aliments soient empoisonnés faisaient que chaque bouchée était, pour elle, potentiellement la dernière. Pour Hitler, le repas était aussi une scène. La table du Berghof mesurait 6 mètres de long et pouvait accueillir environ 20 personnes, bien que sa longueur rendît impossible la conversation générale. Hitler s'asseyait au centre, le dos à la fenêtre. Il parlait avec la personne qu'il avait en face qui changeait chaque jour ou avec les dames à ses côtés. Quand il lançait l'un de ses fameux monologues, personne ne l'interrompait. Speer se souvient que les invités nerveux ou hésitants avaient peur de prononcer un mot déplacé qui éveillerait son mécontentement. Les aides de camp, ajoute-t-il, craignaient plus que quiconque de rester éveillés jusqu'aux premières heures de l'aube en écoutant un autre monologue interminable. Après le repas commençait la marche vers la maison de thé. Le chemin était étroit, le sentier laissait de la place à peine pour 2 personnes marchant ensemble, de sorte que le groupe de convives formait une procession. 2 agents de sécurité ouvraient de la marche. Puis,
venait Hitler avec un compagnon, suivi dans un ordre variable par le reste, avec plus de gardes fermant le cortège. Les 2 chiens policiers d'Hitler rôdaient aux alentours en ignorant ses ordres, ce que Speer souligne comme la seule opposition dans sa cour. Bormann, selon Speer lui-même, s'irritait parce qu'Hitler insistait pour utiliser ce sentier de montagne au lieu des kilométriques chemins pavés que Bormann lui-même avait fait construire. La maison de thé avait été construite sur l'un des belvédères favoris d'Hitler, sur la vallée de Berchtesgaden. C'était une salle ronde d'environ 8 mètres de diamètre, avec une rangée de fenêtres plombées et une cheminée intérieure. Toutes les personnes présentes s'asseyaient dans des fauteuils autour de la table circulaire. On servait du thé, du café ou du chocolat, accompagné de divers types de gâteaux et de biscuits, suivis de liqueurs. Hitler avait une prédilection pour les gâteaux à la crème. C'était dans cet espace, selon Speer, que le Führer tombait le plus facilement dans ses monologues interminables, tandis que les personnes présentes, parfaitement familiarisées avec les thèmes habituels, feignaient une attention qu'elles ne ressentaient pas. Parfois, au milieu d'un monologue, Hitler s'endormait. Le cortège continuait alors la conversation en chuchotant, espérant qu'il se réveillerait à temps pour le dîner. Vers 6 heures de l'après-midi, le groupe retournait au Berghof. Hitler se retirait dans ses appartements pendant environ 2 heures, tandis que la suite se dispersait. À 8 heures commençait le dîner, qui répliquait le rituel de l'après-midi. Ensuite, la compagnie passait au grand salon. Le mobilier était monumental, un buffet de plus de 3 mètres de haut et 5 de long qui gardait les disques de gramophone, ainsi que les diplômes honorifiques remis à Hitler par diverses villes allemandes, une horloge de parquet couronnée d'une aigle en bronze, une table de 6 mètres face à la grande fenêtre panoramique qu'Hitler utilisait pour signer des documents ou, pendant la guerre, pour étudier des cartes militaires. Au fond de la salle se trouvait un renfoncement avec des fauteuils en velours rouge regroupés autour d'une cheminée. Face à la fenêtre, une table ronde avec plateau de verre. Les tapisseries des murs cachaient l'écran de cinéma et le projecteur. Chaque soir, on projetait un film. Speer détaille que les aides de camp avaient l'instruction d'apporter un nouveau film chaque jour. Hitler préférait les films de divertissement léger, les comédies de salon, les histoires d'amour, tous les films d'Emil Jannings, de Heinz Rühmann, d'Henny Porten. Également des films étrangers qui avaient été interdits au public allemand. Cela n'empêchait pas Hitler d'en profiter en privé. Après l'occupation de la France, les coupes de vin mousseux furent remplacées par du champagne confisqué, bien que de marque bon marché selon Speer. Göring et ses maréchaux de l'air s'étaient appropriés les meilleures bouteilles. Une fois le film terminé, les personnes présentes se regroupaient autour de la cheminée. Hitler murmurait des futilités avec Eva Braun ou sombrait dans un silence maussade en regardant les flammes. Parfois, il lui prenait la main. Mais souvent, ajoute Speer, il se taisait simplement et regardait le feu, et alors tout le monde se taisait aussi pour ne pas l'interrompre dans ses pensées importantes. La soirée s'allongeait jusqu'à passer 1 heure du matin, puis 1 autre heure ou plus de monologues sur l'architecture, l'histoire ou Wagner, jusqu'à ce qu'Eva Braun ait quelques mots avec Hitler et obtienne la permission de se retirer. Il la suivait environ 15 minutes après. Les autres, libérés, célébraient avec du champagne et du cognac. Speer terminait ses soirées épuisé de n'avoir rien fait. Il appela cet état la maladie de la montagne. C'était, selon ses propres mots, un vide nerveux causé par le gaspillage constant du temps. Berlin, la chancellerie du Reich. À Berlin, la routine du chancelier était structurellement identique, mais formellement plus rigide. La chancellerie du Reich disposait d'une salle de musique où l'on projetait les films le soir. Les membres du personnel domestique et les chauffeurs des visiteurs pouvaient y assister. Les secrétaires d'Hitler assistaient à ces projections au Berghof, mais pas à Berlin. La soirée se terminait par une conversation jusqu'à environ 2 heures du matin, quand Hitler se retirait. Fritz Wiedmann, l'un de ses aides de camp pendant les années 30 et qui avait été le supérieur direct d'Hitler pendant la Première Guerre mondiale, a décrit plus tard la structure des journées à la chancellerie. Le Führer recevait des informations de ses aides de camp militaires le matin, recevait un résumé de presse d'Otto Dietrich, le chef de presse, et était informé par Hans-Heinrich Lamers, chef de la chancellerie du Reich, sur les questions qui nécessitaient sa décision.
Pour ceux qui avaient besoin de le voir pour des affaires urgentes, la méthode consistait à monter à l'Obersalzberg et à attendre des heures, parfois toute la journée, jusqu'à ce qu'un aide de camp fasse signe que le Führer les recevrait. C'était, selon la description que l'historien Kershaw extrait des témoignages de l'époque, une forme de gouvernement qui dépendait presque entièrement de l'initiative des subordonnés. Hitler évitait délibérément de s'engager par écrit. Ses aides de camp et son personnel transmettaient souvent ses ordres verbalement parce qu'il refusait de dicter des documents avec des instructions concrètes. Le résultat était un appareil de décision chaotique, personnaliste, dans lequel ceux qui voulaient agir devaient deviner ce que voudrait le Führer. Le 23 juin 1941, un jour après avoir lancé l'opération Barbarossa, Hitler quitta Berlin vers l'est. Son quartier général de campagne en Prusse orientale, la Wolfschanz ou Tanière du Loup, était caché dans les sombres forêts de Masurie à environ 8 kilomètres de la petite ville de Rastenburg. Il y arriva la nuit du même 23 juin. Il y resterait, avec des interruptions, plus de 3 ans. L'endroit était inhospitalier. Le noyau du complexe consistait en 10 bunkers construits pendant l'hiver précédent, camouflés et protégés par endroits par 2 mètres de béton. Le bunker d'Hitler était à l'extrémité nord du complexe. Toutes ses fenêtres donnaient au nord pour que le soleil n'y entrât pas. Il y avait des salles pour les conférences militaires dans les bunkers d'Hitler et Keitel, et un baraquement avec réfectoire pour environ 20 personnes. Un autre complexe, la zone de quartier général 2, entourée de fils de fer barbelés et à peine visible depuis la route, abritait l'état-major des opérations de la Wehrmacht sous le commandement du général Alfred Jodl. Le premier été à la Tanière du Loup fut celui des moustiques, des millions d'entre eux. Hitler se plaignit que ses conseillers avaient choisi la zone la plus marécageuse, la plus infestée de moustiques et la plus défavorable au niveau climatique pour installer son quartier général. Il plaisanta sur l'envoi de la Luftwaffe pour chasser les moustiques. Les secrétaires Christa Schröder et Gerda Daranowski, qui avaient voyagé avec lui, passaient une bonne partie de leurs heures d'éveil à essayer de les écraser. Elle, comme le reste du personnel non militaire, avait peu de travail. Christa Schröder écrivit à une amie en février 1942. Comme la réunion de thé consiste toujours en les mêmes personnes, il n'y a pas de stimulation de l'extérieur et personne ne vit rien au niveau personnel. La conversation est souvent apathique et fastidieuse, épuisante et irritante. La discussion suit toujours les mêmes chemins. Le rythme de la journée à la Tanière du Loup est documenté par Kershaw avec une précision structurelle. L'événement central était le rapport de situation à midi, qui s'étendait fréquemment sur 2 heures. Brauchitsch, Halder et le colonel Adolf Heusinger, chef du département des opérations de l'armée, y assistaient 1 ou 2 fois par semaine. Ensuite venait un déjeuner long qui commençait ponctuellement à 2 heures de l'après-midi en ses premiers mois. Hitler se limitait, comme toujours, à son régime sans viande. Toute audience sur des affaires non militaires était fixée pour l'après-midi. Vers 5 heures, il appelait ses secrétaires pour le café. Une mention spéciale était accordée à celui qui pouvait manger le plus de gâteaux. Le second rapport militaire, à la charge de Jodl, suivait à 6 heures du soir. Le dîner commençait à 7h30 et durait souvent 2 heures. Ensuite, les films. Et à la fin, le rituel de toujours, le thé de l'aube avec les monologues. Hitler s'asseyait toujours à la même place pendant les repas, le dos à la fenêtre, flanqué du chef de presse Dietrich et de Jodl, avec Keitel, Bormann et le général Karl Heinrich Bodenschatz, officier de liaison de Göring, face à lui. Les généraux et aides de camp visiteurs complétèrent le groupe. Lors des repas au quartier d'Ukraine, dénommé Werwolf, où Hitler transféra son siège le 16 juillet 1942 pour être plus près du front sud, le régime était encore plus spartiate. Kershaw documente que cela consistait fréquemment en un plat de légumes avec des pommes en dessert. Mais la capacité d'Hitler à paraître détendu et accessible à table se maintint pendant un temps. Il monologuait sur les méfaits du tabac, la construction d'autoroutes à travers les territoires orientaux conquis, les défaillances du système juridique allemand, les exploits de Staline comme nouveau Gengis Khan, la nécessité de maintenir bas le niveau de vie des peuples subjugués, l'élimination des derniers juifs des villes allemandes. Le Jodl, qui a décrit plus tard le quartier général comme un point intermédiaire entre un monastère et un camp de concentration, savait de quoi il parlait. Le corps qui s'effondrait,
Vers 1944, Adolf Hitler était un homme malade. Le docteur Theodor Morell, son médecin personnel depuis décembre 1936, l'avait maintenu en fonctionnement pendant des années avec une combinaison de vitamines, de remèdes brevetés et de drogues de plus en plus puissantes. Gershow le quantifie. Pendant la guerre, Morell a utilisé 90 variétés de médicaments différents avec Hitler et lui administrait jusqu'à 27 pilules différentes par jour. Parmi elles figuraient des pilules antigaz que le docteur Ernst Günther Schenk, un autre médecin de l'entourage d'Hitler, a découvert en 1944 qu'elles contenaient de la strychnine. Les antigaz Dr Köster, que Hitler prenait quotidiennement pour ses douleurs abdominales, étaient, en doses accumulées, potentiellement toxiques. Morell était un homme physiquement peu attrayant. Gros, onctueux, suant, sa seule présence générait du ressentiment parmi la suite. Mais Hitler lui faisait aveuglément confiance, et l'accès privilégié au dictateur le protégeait de toute remise en question. Les cardiographies révélaient une maladie coronarienne progressive depuis 1941. En plus du trouble intestinal chronique qui l'avait accompagné toute sa vie, Hitler a développé depuis 1942 des symptômes qui pointent avec certitude médicale vers le début de la maladie de Parkinson. Un tremblement incontrôlable au bras gauche, des secousses à la jambe gauche, une démarche traînante. Pour ceux qui le voyaient de près, c'était sans équivoque. Les cheveux grisonnaient à une vitesse visible. Les yeux étaient injectés de sang. Il marchait voûté. Et il continuait à ne pas se coucher avant 2 ou 3 heures du matin. Le ministère du Reich pour l'éducation du peuple et la propagande occupait l'ancien palais du prince Léopold sur la Wilhelmplatz de Berlin. Depuis sa nomination le 13 mars 1933 jusqu'à l'effondrement du régime, Goebbels l'a gouverné comme un domaine personnel. Trevor Roper décrit la procédure matinale avec une précision chirurgicale. Chaque matin, dans le bureau du ministre, un petit cercle se réunissait pour le rapport de situation militaire à la charge de l'officier de liaison de l'OKW. À la différence du rapport de situation qui venait après lors de la conférence générale des ministres, cette réunion matinale était plus franche, moins édulcorée. Là, Goebbels absorbait la réalité sans le filtre que ses propres médias appliqueraient ensuite à la même information pour le public allemand. Ensuite, arrivait la conférence du ministère, qui était presque quotidienne pendant la guerre. Goebbels émettait des directives concrètes pour chaque média, presse, radio, cinéma, théâtre. Les instructions descendaient jusqu'au niveau du vocabulaire. Quels mots utiliser, quels mots interdire, quelle émotion générer, quelles rumeurs démentir et lesquelles amplifier. Les fonctionnaires qui ne suivaient pas les instructions recevaient des menaces explicites de camps de concentration. Ce n'était pas une hyperbole, c'était la politique de l'entreprise. Le sténographe Richard Ott fut envoyé en 1938 de l'agence de presse allemande DNB au ministère. À partir de 1941, avec le rang de Regierungsrat, l'échelon le plus bas de la haute fonction civile, il prenait la dictée directement du ministre pour les entrées de journal. Goebbels ne révisait jamais les transcriptions avant qu'elles ne soient archivées. Il dictait en état de flux, avec la vitesse de celui qui pense à voix haute, et les erreurs, noms erronés, dates imprécises, la princesse Bourbon confondue avec la princesse Habsbourg, restaient dans le registre sans correction. C'était une manière d'écrire qui révélait le vrai Goebbels mieux que toute version révisée n'aurait pu le faire. Le Goebbels des journaux était cynique de manière fonctionnelle. Il décrivait son propre Sportpalast du 18 février 1943. Le discours sur la guerre totale devant l'auditoire des fonctionnaires du parti, comme le public politiquement le mieux entraîné que l'on puisse trouver en Allemagne. Le public avait été convoqué parmi les organisations du parti. Parmi les personnes présentes, il y avait des acteurs connus comme Heinrich George, dont l'applaudissement fut capturé délibérément par les caméras d'actualité pour une diffusion ultérieure. Les 10 questions qu'il posa à l'auditoire et leurs réponses en chœur « Voulez-vous la guerre totale ? La voulez-vous plus totale et radicale que ce que nous pouvons imaginer ?» avaient été préparées avec une anticipation méticuleuse. Après le discours, Speer lui rendit visite dans sa résidence. Goebbels, qui venait de sortir de la salle porté sur les épaules de la foule, analysa l'acte avec la froideur d'un metteur en scène qui évalue la réaction du parterre.
L'as-tu remarqué ? Lui dit-il, selon les souvenirs de Speer. Ils ont répondu à la plus petite nuance et ont applaudi exactement au bon moment. La résidence proche de la porte de Brandebourg était, selon tous les témoignages, ostensiblement sobre pour les standards du régime. Le luxe de Göring à Karinhal était, pour Goebbels, tant esthétiquement répugnant que politiquement stupide. La frugalité de ces réceptions était notoire et très mal ressentie par ces fonctionnaires qui attendaient quelque chose de mieux de leur chef tyrannique et exigeant, écrit Trevor Roper. Goebbels le savait et l'exploitait. Quand il lança la campagne pour l'austérité domestique après le Sportpalast, ordonnant la fermeture des restaurants de luxe de Berlin, il avait trouvé l'argument parfait pour faire levier sur ses rivaux et gagner une popularité populaire en un seul mouvement. Göring réussit à faire en sorte que Horscher, son restaurant favori, fût exempté. Alors Goebbels envoya des manifestants briser ses fenêtres. Göring céda. La fracture entre les deux devint permanente. Le manoir de Schwanenwerder, sur la rive du Wannsee à quelques kilomètres au sud-ouest de Berlin, était l'espace où Goebbels menait la partie de sa vie que le ministère ne pouvait pas voir. Ou, plus précisément, la partie qui devait ne pas être vue. Le secrétaire d'État Karl Hanke, qui deviendra ensuite le dernier Reichsführer SS en étant nommé successeur de Himmler dans les derniers jours du régime, raconta à Speer, avec un mélange de répugnance et de fascination, comment le tout-puissant ministre de la Culture faisait chanter de jeunes actrices. La relation avec Lida Barova, l'actrice tchèque d'une beauté remarquable qui travaillait à l'UFA de Babelsberg et avec qui Goebbels eut une liaison entre 1936 et 1938, fut celle qui fut sur le point de le détruire. Ce n'était pas une aventure discrète, c'était une passion qu'il pensait transformer en quelque chose de permanent. Magda l'apprit, le confronta, exigea la séparation. Hanke tomba à son tour amoureux de Magda. Le triangle parvint aux oreilles d'Hitler. Le Führer convoqua Goebbels. Il lui interdit le divorce. Il lui ordonna de mettre fin à la relation avec Baarova. Il lui imposa la réconciliation avec Magda. Goebbels, qui en public proclamait la suprématie de la volonté sur la faiblesse, accepta en privé l'humiliation sans prononcer un mot de protestation. Son pied-botte restait, dans les cercles où l'on se permettait encore l'humour noir, une matière pour les surnoms. Le boiteux était le plus doux. Dans les milieux diplomatiques étrangers circulaient d'autres surnoms qu'il ne vaut pas la peine de reproduire. Goebbels le savait, il le savait depuis l'enfance. Et depuis l'enfance, il avait développé une capacité à transformer la rage en travail qu'aucun homme de son entourage ne pouvait égaler. C'était le seul avantage que personne ne lui contestait. Il était toujours dans son bureau. Parfois il arrivait tard, parfois il n'arrivait pas. Hermann Wilhelm Göring, Reichsmarschall des Großdeutschen Reich, le rang militaire le plus élevé ayant existé dans l'histoire allemande, créé expressément pour lui le 19 juillet 1940, avait un rapport avec la ponctualité que ses subordonnés apprirent à subir. Speer décrit une visite à Karinhal, la résidence de campagne de Göring dans la forêt de Schorfheide, à environ 45 km au nord de Berlin. Il arriva ponctuellement à 11 heures du matin après un long trajet en automobile. Il attendit pendant 1 heure dans la salle de réception en contemplant des peintures et des tapisseries. Finalement, Göring émergea de ses appartements privés de l'étage supérieur, vêtu d'une robe de chambre en velours vert à larges pans, descendant les escaliers. Il avança à petits pas vers son bureau et s'assit derrière un bureau gigantesque. C'était l'année 1942. La bataille de Stalingrad n'était pas encore terminée. Karinhal était la matérialisation la plus extravagante du pouvoir que Göring avait accumulé. Quand il vit le Berghof d'Hitler en 1935, il ordonna de reconstruire son modeste pavillon de chasse original en un manoir qui surpassait en taille celui du Führer. Le salon était aussi grand que celui d'Hitler, avec une fenêtre panoramique encore plus grande. Et ses murs étaient là couverts de peintures précieuses, suspendues sur 3 et 4 rangées, l'une sur l'autre, du sol au plafond. Dans la chambre principale, au-dessus du baldaquin de son lit magnifique, il avait accroché un nu féminin de taille naturelle représentant l'Europe. Göring n'achetait pas d'art. Il le confisquait. Les couloirs et salles de Karinhal
abritaient des œuvres arrachées à leurs propriétaires dans les territoires occupés. Un marchand d'art hollandais fut contraint, après l'occupation, de céder sa collection personnelle pour un prix ridicule. Göring la revendit ensuite aux Gauleiters allemands à des prix gonflés, ajoutant un supplément pour la gloire que les œuvres provenaient de la célèbre collection Göring. Speer se souvient qu'un intermédiaire français l'informa à un moment donné en 1943 que Göring pressait le gouvernement de Vichy d'échanger une œuvre célèbre du Louvre contre plusieurs peintures sans valeur de sa propre collection. Hitler, selon Speer, s'irritait de manière répétée devant la façon dont le second homme de l'État s'appropriait des œuvres d'art précieuses, mais il n'osait jamais lui demander des comptes. Le repas à Caringhal était opulent, mais ce qui distinguait la table de Göring de toutes les autres était ce que l'on servait à l'amphitryon lui-même. Lors d'une visite vers la fin de la guerre, Speer vit comment le majordome de Göring servait à son seigneur du cognac d'une bouteille poussiéreuse et ancienne, avec une certaine solennité, tandis qu'il remplissait les coupes des invités avec un brandy ordinaire. « Ceci est réservé uniquement à moi », dit Göring sans le moindre signe d'inconfort. Après le cognac, il les conduisit au sous-sol de Caringhal pour voir ses trésors, des pièces classiques d'une valeur inestimable du musée de Naples retirées avant l'évacuation à la fin de 1943, des armoires remplies de savons et parfums français suffisants pour des années et sa collection de diamants et de pierres précieuses. La drogue le définissait de manière plus intime que l'art. L'avocat Hans Flachsner, défenseur de Speer lors des procès de Nuremberg, lui raconta que Göring avait été accro à la morphine bien avant 1933. Flachsner l'avait représenté dans un processus judiciaire lorsqu'une femme dont la robe avait pris feu dans une boîte de nuit l'avait poursuivi. Göring lui avait administré une injection de morphine pour soulager la douleur, mais la cicatrice lui laissa une marque. L'addiction datait au moins de la blessure qu'il subit lors du putsch de Munich de novembre 1923, lorsqu'il fut atteint par balle à laine et que la morphine administrée pour la douleur se transforma en dépendance. Lors de la conférence sur les armements que Speer organisa pour les spécialistes de l'industrie de l'acier, Göring apparut dans un état euphorique, avec les pupilles visiblement contractées, et prononça une longue conférence sur la fabrication de l'acier pleine de lieux communs et d'affirmations mal informées. 2 heures de palabres. À la fin, son discours alla en ralentissant et son expression devint de plus en plus absente. Finalement, il posa la tête sur la table et s'endormit paisiblement. Les personnes présentes feignirent de ne pas le voir et continuèrent leur discussion jusqu'à ce qu'il se réveilla et déclara brièvement la réunion close. Quand en 1942 Speer fut nommé ministre des Armements après la mort du docteur Fritz Todt dans un accident d'avion le 8 février, Göring se présenta au quartier général avec son train spécial en provenance de son domaine de chasse à Rominten, à l'extrémité orientale de la Prusse, à peine quelques heures après l'accident. Il réclama les postes de Todt pour lui-même. Hitler l'ignora et nomma Speer. Göring, visiblement stupéfait, se ressaisit en quelques secondes et refusa d'assister aux funérailles de Todt en alléguant les conflits qu'il avait eus avec lui. Puis il consentit pour que son absence ne fût pas rendue publique. C'était la seconde moitié de 1944 quand Himmler, d'un ton menaçant, avertit Speer qu'il serait très imprudent d'essayer de réactiver le Reichsmarschall. Göring avait rechuté. À 7 ans, Heinrich Himmler tenait un journal dans lequel il notait combien de fois il avait nagé cet été-là. Le chiffre exact, selon la biographie de Peter Longerich, 37 fois. C'était ainsi qu'il voyait le monde. Les choses devaient être comptées, enregistrées, archivées. Le contrôle était la substance dont il était fait. Né à Munich le 7 octobre 1900, fils du professeur de lycée Gebhard Himmler qui avait servi comme précepteur du prince Heinrich de Wittelsbach dont il prit le nom, Heinrich grandit dans un foyer où la discipline, la méticulosité et l'ambition d'ascension sociale étaient des valeurs aussi présentes que le petit déjeuner. Son père tenait un registre précis des progrès académiques de ses enfants. Le jeune Heinrich intériorisa cette obsession des registres et la projeta sur tout ce qu'il toucha.
Quand il tenta de devenir officier de l'armée pendant la Première Guerre mondiale, ce fut l'aspiration la plus intense de son adolescence. Il note ses frustrations avec la date et l'heure. Quand il étudia les sciences agricoles à l'Université technique de Munich entre 1919 et 1922, il notait dans ses listes de lecture chaque titre avec des commentaires précis. Quand il pratiquait l'escrime dans sa fraternité étudiante, l'Apollo, ou des exercices avec des poids, il les enregistrait également. Longerich documente qu'à un moment de sa période étudiante, Himmler a noté dans son journal l'entraînement quotidien avec halter comme une pratique habituelle. La discipline corporelle était pour lui un principe moral. L'élevage de poulets, qu'il tenta de monter à Waltrudring, à l'est de Munich, au milieu des années 20, avant de se lancer pleinement dans la politique nazie, il le mena également avec des bilans, des registres de production et des notes sur la santé des animaux. Il échoua. La ferme ne fut pas rentable. Mais l'habitude de tout enregistrer persista toute sa vie. Sa journée en tant que Reichsführer SS et chef de la police allemande, poste unifié depuis 1936, était structurée autour de ce que ses biographes appellent le Dienstkalender, ou journal de service, un registre minutieux de ses rendez-vous, déplacements et réunions. Peter Longerich, qui a eu accès à ce journal pour les années 1941 et 1942 édité par une équipe de 8 historiens allemands, souligne que la quantité de divergences trouvées dans le document révèle qu'il a été retouché ou compilé partiellement après les faits. Mais ce que les registres disponibles confirment est le rythme frénétique de ses journées. Himmler voyageait constamment. Son train spécial, dénommé Heinrich, était son bureau mobile. Il l'utilisa par exemple le 25 juin 1941, 2 jours après le début de Barbarossa, pour se déplacer de Berlin au quartier général d'Hitler à Rastenburg. De là, il se déplaçait sur les fronts, dans les camps d'extermination, aux réunions avec ses Gruppenführer des SS, aux visites d'inspection. Longerich documente qu'entre 2 rendez-vous, il était restauré physiquement par son masseur Félix Kersten. Kersten mérite une attention spéciale. Né allemand de la Baltique et naturalisé finlandais après la Première Guerre mondiale, c'était un homme de constitution massive et aux mains énormes qui avait acquis des techniques de massage intensif capables de soulager temporairement des douleurs chroniques. Depuis 1939, Kersten traitait régulièrement Himmler qui souffrait de crampes et de douleurs stomacales sévères qu'il attribuait lui-même à des causes psychosomatiques. Sous les mains du masseur, Himmler se relaxait. Kersten profitait de ces moments pour construire une relation de confiance qu'il utiliserait dans les derniers mois de la guerre pour négocier la libération de prisonniers avec des interlocuteurs suédois et du Congrès juif mondial. Si les douleurs abdominales l'accompagnaient constamment, il y avait autre chose qui le définissait, sa passion pour les procédures. Les mariages dans les SS devaient être célébrés selon des rituels qu'il avait lui-même conçus, inspirés par une vision de l'Antiquité germanique plus propre à la fantaisie romanesque qu'à l'archéologie. Les solstices d'été et d'hiver devaient être commémorés par des cérémonies spécifiques. Le 9 novembre, anniversaire du putsch de Munich, était une date sacrée. Pour Noël, Himmler avait remplacé les traditions chrétiennes par des célébrations de Yule liées au solstice d'hiver. Les produits de la manufacture de porcelaine d'Allach, établie par lui en janvier 1936 au nord de Munich, incluaient les chandeliers de Yule que chaque famille des SS devait posséder. L'un des 240 modèles disponibles, tous marqués de la double rune SIG, emblème des SS, dans une collection que Speer aurait classée sans hésiter comme du kitsch de la plus haute catégorie. Wewelsburg, le château des chevaliers teutoniques qui n'ont jamais existé. En novembre 1933, Himmler visita le Wewelsburg, un château triangulaire du XVIIe siècle près de Paderborn, en Rhénanie du Nord-Westphalie, dont le propriétaire, le district de Buren, ne pouvait plus assurer l'entretien. Himmler le vit et décida que c'était exactement ce dont il avait besoin pour l'école de commandement du Reich des SS. Le 22 septembre 1934,
Le château fut transféré à Himmler lors d'une cérémonie solennelle présidée par l'administrateur de district de Buren. Manfred von Knobelsdorff fut nommé premier châtelain. Les travaux de rénovation commencèrent immédiatement. Le Wewelsburg devait être la matérialisation physique de la vision qu'Himmler avait des SS, comme un ordre de chevalerie nordique. On devait y garder les anneaux à tête de mort Totenkopfring qui revenaient au Reichsführer SS après la mort de leur porteur, rangés dans une armoire spéciale. Les écussons héraldiques des Gruppenführer décédés devaient être suspendus dans le grand salon Gruppenführersaal pour que ceux qui viendront après doivent toujours délibérer devant nos plaques et soient toujours debout devant notre présence. Les Gruppenführer sans écussons héraldiques propres, c'est-à-dire la majorité, recevaient du personnel staff de Himmler l'instruction d'en commander un. Entre mai 1935 et novembre 1937, Himmler visita le Wewelsburg de nombreuses fois, parfois pendant plusieurs jours. En mai 1938, il y tint une réunion des hauts commandements des SS, Sepp Dietrich, Theodor Eicke, Karl Wolff, Kurt Daluege, Werner Lorenz, Reinhard Heydrich et Oswald Pohl, entre autres. Mais les cérémonies qui devaient avoir lieu au château ne furent jamais célébrées. La crypte et le Gruppenführersaal furent en grande partie achevés, mais pas utilisés. Les rituels que Himmler avait projetés pour cet espace restèrent dans son esprit. La seule année où les Gruppenführer s'y réunirent véritablement fut en juin 1941, quelques jours avant le début de Barbarossa. Pour lors, le Reichsführer SS avait déjà ordonné la construction d'une extension énorme du complexe dont la fonction exacte ne fut jamais définie, pas même pour lui-même, vie privée, double vie. En 1934, Himmler s'installa avec son épouse Margaret Boden et sa fille Gudrun dans un appartement du quartier exclusif de la Möhlstraße à Munich. En 1936, il acheta la maison Lindenficht, une résidence rurale à Gmund, au bord du Tegernsee, au célèbre chanteur d'opéra Alois Burgstaller, l'agrandissant en 1937. À Berlin, il disposait d'un spacieux chalet dans le quartier résidentiel de Dahlem, au Donnenstieg 10, avec 14 pièces, fournies gratuitement comme résidence officielle. Margaret nota dans son journal, lors de son 10e anniversaire de mariage, « Malgré le bonheur que le mariage apporte, j'ai dû me passer de beaucoup de choses, car Heinrich n'est presque jamais à la maison, et sa vie est tout entière au travail. » Hedwig Potast, la jeune femme de Cologne qui commença en 1936 comme secrétaire privée de Himmler, devint sa maîtresse à la fin des années 30. Le 15 février 1942, elle donna naissance au fils de Himmler, Helge, dans le sanatorium de Hohenlichen, dirigé par l'ami d'enfance de Himmler, le professeur Karl Gebhardt. En juillet 1944, naquit une seconde fille, Nanette Dorothea. Himmler ne divorça pas. Il vécut sur le fil de la contradiction qu'il avait lui-même codifiée pour les autres. Ses discours au Gruppenführer étaient pleins d'exhortations à la décence. Le mot apparaissait des dizaines de fois. Le 4 octobre 1943, les SS Gruppenführer se réunirent à Posen, aujourd'hui Poznań, pour l'une de leurs réunions régulières. Himmler prononça un discours de plusieurs heures sur la situation politique et militaire. À un moment déterminé, il passa à un thème qu'il évitait normalement dans ses allocutions. Aujourd'hui, je vais me référer avec toute franchise à un chapitre très grave. Nous pouvons le mentionner maintenant entre nous avec une pleine ouverture, mais nous n'en parlerons jamais en public. Je me réfère à l'évacuation des Juifs, à l'extermination du peuple juif. La plupart d'entre vous sauront ce que signifie voir 100 cadavres l'un à côté de l'autre, ou 500, ou 1000. Avoir surmonté cela et sauf dans des cas de faiblesse humaine être resté décent, cela nous a rendus durs. Ceci est une page de notre histoire qui ne s'écrira jamais, bien qu'elle sera glorieuse. 2 jours après, devant les leaders du parti, il répéta le point et ajouta la justification du meurtre des femmes et des enfants. Longerich interprète ses discours comme une manœuvre calculée, rendre complices tous les présents, les transformer en porteurs du secret. Himmler prépara même une liste spéciale avec les noms des Gruppenführer qui n'avaient pas assisté au discours du 4 octobre.
La mécanique quotidienne du pouvoir de Bormann était aussi simple dans son principe que dévastatrice dans ses effets. Quand Hitler faisait un commentaire vague pendant les repas, même quelque chose qui ne prétendait pas être une directive, Bormann prenait note et rédigeait des instructions formelles. Une observation de fin de repas sur le traitement des travailleurs étrangers dans les usines allemandes se transformait en quelques heures en un décret que les Gauleiter recevaient comme un ordre exprès du Führer. Speer le documente avec précision. À partir d'un commentaire même vague d'Hitler, qui n'était guère pensé comme une directive, Bormann rédigeait souvent de vastes instructions. De cette manière, on prenait parfois 10 décisions importantes ou plus en une demi-heure. Le Goebbels de 1943, exaspéré, le formula devant Speer et d'autres avec une clarté inhabituelle. Je ne peux même pas lui faire de rapport sur les mesures les plus urgentes dans mon domaine. Tout passe par Bormann. Le 12 avril 1943, Bormann obtint la signature d'Hitler sur un papier qui ressemblait à une formalité administrative mineure. Ce papier le nommait secrétaire du Führer. Jusqu'alors, ses attributions formelles se limitaient en théorie aux affaires du parti. Avec ce titre, il fut autorisé à intervenir dans n'importe quelle sphère qu'il choisirait. Goebbels nota dans son journal qu'Hitler avait perdu le contrôle de la politique intérieure, que Bormann maintenait cette fiction en transmettant au Führer l'impression que tout était sous contrôle. C'était une description exacte du mécanisme. Bormann était le filtre entre Hitler et le monde. Les ministres qui voulaient accéder au Führer dépendaient de lui. Les Gauleiter qui avaient besoin de fonds dépendaient de lui. Même Eva Braun, selon ses propres mots aspères, dépendait de lui pour ses besoins économiques de base. La façon dont il a construit ce filtre a nécessité des années et n'a jamais été ostentatoire. Tandis que Göring convoquait des conférences avec le faste de maréchal et que Goebbels discourait au Sportpalast, Bormann prenait des procès-verbaux. Tandis que Ribbentrop voyageait à Moscou et que Himmler inspectait les camps de l'Est, Bormann gérait le budget personnel du Führer. Il n'est jamais apparu dans les actualités du Deutsche Wochenschau. Ses photos dans les archives de l'époque montrent toujours un homme au second plan, légèrement hors de focalisation. C'était exactement là où il voulait être. Speer, qui le traita pendant des années avec la froideur courtoise que requérait la coexistence inévitable, offre le portrait le plus impitoyable de toute son autobiographie. Il manquait de toute culture qui aurait pu mettre un certain frein à ses impulsions. C'était un paysan. Dans toute sa brutalité et sa grossièreté, il surpassait même tant d'hommes impitoyables. Bormann n'avait pas de goût littéraire, ni d'intérêt musical, ni de passion architecturale. Il n'aimait pas les films. Il ne collectionnait pas l'art. Speer spécifie qu'il n'a jamais conçu un seul bâtiment pour Bormann, et que dès le début, ils furent incapables de se supporter l'un l'autre. Ce que Bormann avait à la place de tout cela était une capacité de travail sans horaire visible. Selon Speer lui-même, Bormann suivait Hitler à travers les salles de la chancellerie et du Berghof, sans quitter son côté jusqu'à ce que le Führer se retirât pour dormir aux premières heures de l'aube. Puis Bormann préparait les dépêches du lendemain. On ne connaît pas de témoignages indiquant qu'il soit jamais arrivé en retard à quoi que ce soit, qu'il se soit absenté pour maladie ou qu'il ait demandé des jours de congé. Sa femme, Gerda Busch, lui écrivait des lettres longues et ardentes depuis le Berchtesgaden, où elle vivait avec ses 10 enfants. Bormann y répondait avec régularité. Il entretenait aussi simultanément une relation avec une jeune actrice, Manja Behrens, qui vivait près du complexe de l'Obersalzberg. Eva Braun, selon Speer, commentait avec malice le fait que Bormann disparut fréquemment dans la chambre de l'une des jeunes sténographes de la suite. Gerda Bormann connaissait la situation. Elle l'approuvait en termes idéologiques. Son mari était, selon ce qu'elle écrivit elle-même, un exemple de la procréation nationale que le régime promouvait. C'était le monde que Himmler avait codifié dans ses ordres aux SS, porté à la pratique la plus domestique possible. Dans les derniers mois de la guerre, les autres paladins du régime commencèrent à préparer leur voie d'évasion. Göring envoyant sa famille dans les Alpes en février 1945, Himmler établissant des contacts avec les Alliés par des intermédiaires suédois, Bormann resta dans le bunker. Il était aux côtés d'Hitler quand celui-ci dicta son testament. Il fut le principal témoin du mariage avec Eva Braun. Il rédigea les dernières dépêches d'au commandant militaire dans les derniers jours.
Et la nuit du 1er au 2 mai 1945, il tenta de s'échapper du bunker en groupe, vers le nord de Berlin. À un moment de cette fuite, Martin Bormann mourut. Les restes trouvés dans l'Invalidenstraße de Berlin en 1972 furent identifiés préliminairement comme les siens. Les tests d'ADN de 1998 le confirmèrent. L'homme qui accumula le plus de pouvoir dans le Troisième Reich après Hitler et que personne dans le monde extérieur n'avait jamais pu voir clairement, mourut anonymement parmi les décombres de la ville qu'il avait aidé à détruire. Quand il assistait au repas de la chancellerie, cela arrivait environ toutes les 2 semaines. Il arrivait suivi de son aide de camp avec un récipient en métal contenant un repas spécial à réchauffer en cuisine. Rudolf Hess était végétarien et suivait un régime biodynamique strict. Ces aliments devaient provenir de sources organiques certifiées. Quand Hitler découvrit que Hess ne mangeait pas ce que l'on servait à la chancellerie, il l'affronta publiquement. « J'ai ici une cuisinière de première catégorie pour les régimes. Si ton médecin t'a prescrit quelque chose de spécial, elle le préparera. Mais tu ne peux pas apporter ta nourriture. » Hess expliqua obstinément que les composants de ses repas devaient avoir une origine biodynamique spécifique. Hitler lui répondit devant tous les convives que dans ce cas, il devait manger chez lui. Hess cessa pratiquement d'apparaître au déjeuner de la chancellerie. Speer le décrit avec une précision affectueuse. Hess s'occupait de problèmes de médecine homéopathique, aimait la musique de chambre et avait des amis bizarres mais intéressants. C'était le dauphin du Führer. Il avait été emprisonné avec Hitler à Landsberg en 1924, où il agit comme secrétaire et amanuensis pendant la rédaction de Mein Kampf. C'était l'un des rares hommes dans l'entourage d'Hitler qui utilisait le tutoiement avec lui depuis des décennies. La nuit du 10 au 11 mai 1941, Rudolf Hess, stellvertreter des Führer, Reichsminister sans portefeuille et 3e homme nominal dans la hiérarchie de l'État nazi, monta dans un Messerschmitt Bf 110D et décolla de l'aérodrome d'Augsburg-Hohenstetten à 17h45. Il vola 1400 km au-dessus de la mer du Nord, sans escorte. À 23h09, il se lança en parachute sur le champ d'Eaglesham dans le Renfrewshire, en Écosse, à environ 16 km au sud de Glasgow. Son objectif était de rencontrer le duc de Hamilton et de négocier une paix séparée entre l'Allemagne et le Royaume-Uni avant que Barbarossa ne commençât. Il fut capturé immédiatement par un fermier écossais nommé David MacLean avec une fourche. Hitler, selon Speer, attribua l'action à l'influence corruptrice des conseillers en astrologie et en médecine alternative qui entouraient Hess. Bormann profita du moment pour consolider son propre pouvoir en absorbant les fonctions du parti que Hess administrait. Hess passa le reste de la guerre comme prisonnier de guerre au Royaume-Uni, puis fut jugé à Nuremberg et condamné à la prison à perpétuité. Il mourut dans la prison de Spandau le 17 août 1987, à l'âge de 93 ans. Et il était arrivé au sommet du Reich en vendant du vin. Joachim von Ribbentrop, né à Wessel le 30 avril 1893, avait acheté le préfixe nobiliaire von en étant adopté en 1925 par une tante lointaine. Avant de devenir le principal négociateur d'Hitler puis ministre des Affaires étrangères du Reich à partir du 4 février 1938, il était représentant en vin et liqueurs. Il vendait du Pommery, du Mumm et du Henkel Trocken à la haute société allemande. Le mépris que ressentait Goebbels pour lui et que Göring et presque tous les autres partageaient en silence avait une base documentaire. À l'été 1939, quand commencèrent les négociations avec l'Union soviétique qui débouchèrent sur le pacte Molotov-Ribbentrop du 23 août, Ribbentrop vola à Moscou 2 fois lors de journées clés. À son retour, Hitler lui faisait des blagues en privé, selon Speer, chargeant son agent de liaison Walter Hewell de transmettre le contenu des conversations téléphoniques de Ribbentrop, parfois alors qu'Hitler lui-même était à côté en murmurant quoi répondre. L'intention était d'attiser les soupçons du ministre nerveux sur le fait que des personnes non autorisées influençaient Hitler en politique étrangère. Le résultat était que Ribbentrop vivait dans un état d'angoisse chronique concernant sa position. Sa vanité était proverbiale.
Speer raconte que lorsqu'il parvint aux oreilles d'Hitler que le politicien britannique Lord Woolton avait dit que tant que Ribbentrop resterait en poste, les relations anglo-allemandes ne s'amélioreraient jamais, l'information parvint à Hitler sans produire d'effet visible. Ribbentrop avait demandé que l'on rénovât sa résidence à Berlin. Hitler lui proposa de démolir la vieille villa du ministre des Affaires étrangères et de rénover l'ancien palais du président du Reich pour sa résidence officielle. Ribbentrop accepta. Speer redessina l'espace. Aux tribunaux de Nuremberg, Ribbentrop fut condamné à mort pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il fut exécuté le 16 octobre 1946. Il fut le premier des 10 condamnés à être pendu. Quand le 8 février 1942, à 9h30 du matin, l'avion personnel d'Hitler dans lequel voyageait le ministre des Armements Dr Fritz Todt décolla de l'aérodrome de la Tanière du Loup et explosa en flammes après quelques minutes, la cause ne fut jamais déterminée avec certitude. L'accident tua Todt. Quelques heures plus tard, Speer fut nommé son successeur à tous ses postes. Il avait 36 ans. La transition fut plus abrupte que ce que n'importe quel système de gouvernement ordinaire aurait pu traiter. Todt avait accumulé pendant des années les ministères des armements, des munitions, de l'énergie, des voies navigables et la direction de l'organisation Todt, le plus grand appareil de construction militaire du Reich. Speer en hérita en une matinée. Göring se présenta au quartier général quelques heures après l'accident en réclamant les postes pour lui-même. Hitler l'ignora et lui annonça la nomination de Speer en sa présence. Ce qui suivit fut, selon ses propres mots, une fièvre de travail qui dura 2 ans. Les conférences de production commençaient tôt et finissaient tard, bien souvent sans heure de clôture fixe. Speer parcourait les usines, visitait des aciéries dans la Ruhr, se réunissait avec des représentants de l'industrie à Stuttgart, Essen, Bochum, Francfort. Quand les bombardements alliés commencèrent à frapper la production d'avions en février 1944, il organisa depuis son propre lit de malade, à l'hôpital des SS de Hohenlychen, dans le Brandebourg, les conférences pour créer ce qu'on appela l'état-major des chasseurs Jägerstab, qu'il chargea ses collaborateurs de coordonner pour la reprise de la production aéronautique pendant qu'il restait convalescent. Il était tombé malade en janvier 1944. Une thrombose au genou gauche que les médecins des SS, sous la direction du professeur Karl Gebhardt, le même ami d'enfance de Himmler qui avait traité Heydrich à Prague en 1942, refusèrent de considérer comme guéri. Speer développa le soupçon que Gebhardt le maintenait hospitalisé plus longtemps que nécessaire. Un commentaire qui circula parmi les cadres des SS sur un médecin politique qui devait l'être aussi dans ce cas, l'alarma. Il quitta l'hôpital en mars 1944, avant que les médecins ne lui donnent son congé. Le jour suivant, un raid aérien américain frappa le bâtiment hospitalier contigu. Depuis sa convalescence au palais de Klesheim, près de Salzbourg, le pavillon baroque conçu par Fischer von Erlach, que Hitler lui avait assigné comme lieu de récupération, Speer vit Hitler pour la première fois en presque 10 semaines. Pour la première fois de sa vie, il le regarda sans le filtre de la fascination. Je vis soudain que son nez était trop large et son teint tendu. Je me rendis compte que son visage était répugnant. Ce fut, écrit-il, le premier signe qu'il commençait à reprendre une certaine distance. La froideur qu'il détecta dans la voix d'Hitler au téléphone pendant sa maladie était mesurable en termes institutionnels. Les fleurs et la carte qu'Hitler lui avait envoyée étaient celles de formules imprimées, signées par l'aide de camp et non du type personnalisé qu'il réservait à ses favoris les plus proches. Bormann avait travaillé pendant l'absence de Speer. L'ingénieur Karl Sauer, sous-directeur du ministère, avait gagné du terrain. Plusieurs Gauleiter qui n'avaient jamais pu tolérer Speer parce qu'il leur exigeait des comptes avaient profité du vide. Speer revint. Il récupéra sa position. Et il continua d'organiser la production d'armements avec une efficacité que les historiens ultérieurs discuteraient pendant des décennies. La production allemande d'armements atteignit son maximum historique à l'été 1944. Plus de 3000 avions de combat par mois, des chiffres records de chars et de pièces d'artillerie. Cela se produisit alors que les Alliés avaient déjà débarqué en Normandie et que l'armée rouge avançait depuis l'Est. Speer obtint ce résultat en employant le travail esclave à l'échelle industrielle, prisonniers de guerre soviétiques, travailleurs déportés de France, Belgique, Hollande, Pologne, Ukraine,
des millions de personnes forcées. À Nuremberg, le tribunal militaire international le condamna pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, précisément pour cette utilisation du travail esclave. Speer maintint pendant des décennies qu'il ne savait rien de l'extermination systématique des Juifs. Des historiens comme Adam Tooze et Richard Evans ont argumenté avec une documentation solide que cette affirmation était indéfendable. Les registres de son propre ministère montrent des communications qui lient la production industrielle avec les camps. Les témoins de Nuremberg le situent dans des contextes où l'information était disponible. Mais il retournait à son bureau chaque matin. Il révisait les rapports de production, il assistait aux conférences, il concevait des stratégies d'optimisation industrielle avec la même méthode systématique avec laquelle il avait construit le pavillon allemand de l'exposition universelle de Paris en 1937, celui qui gagna la médaille d'or, et de temps en temps, il recevait l'appel de l'un des aides de camp d'Hitler. Le Führer voulait le voir après le dîner pour réviser les plans du nouveau Berlin qui ne serait jamais construit. Speer y allait toujours. L'année 1945 commença pour Joseph Goebbels avec la clarté absolue de celui qui a cessé de se tromper. Les entrées de son journal des derniers mois, conservées sur microfilm et publiées partiellement par Trevor Roper, révèlent un homme qui savait exactement ce qui arrivait et avait décidé avec une froideur que ses contemporains trouvaient monstrueuse, que la seule réponse cohérente avec sa vie était de continuer jusqu'à la fin. Les alertes aériennes interrompaient son sommeil avec une régularité croissante. Berlin recevait déjà des attaques nocturnes des Mosquitos britanniques avions de bois que la technologie allemande de détection mit du temps à apprendre à pister qui privait les habitants des quelques heures de repos que l'état de guerre leur laissait. Goebbels les mentionne comme une fastidieuse constante dans ses notes. Le matin, il suivait le rituel, le rapport de l'OKW, la conférence du ministère, les directives pour la presse et la radio, mais le contenu de ces directives avait changé de nature. Pendant les années de victoire, la propagande de Goebbels amplifiait des triomphes réels. Depuis Stalingrad et par la suite, son travail consistait à créer la sensation de résistance là où il y avait effondrement, à projeter l'illusion de cohésion là où il y avait désintégration. C'était un travail qui demandait plus d'énergie que jamais et dont l'efficacité diminuait chaque semaine. Dans la nuit du 13 avril 1945, Goebbels se trouvait en visite au quartier général du général Theodor Buss, commandant de la 9e armée. Il avait voyagé jusque-là pour encourager les officiers avec l'argument que si l'armée et le peuple allemand restaient fermes, on pourrait encore attendre un miracle comparable au miracle de la maison de Brandebourg de 1762, quand la mort de l'impératrice Élisabeth de Russie sauva Frédéric le Grand d'une défaite totale. Les officiers l'écoutèrent avec scepticisme. Certains demandèrent quel type de miracle on pouvait attendre maintenant. De retour à Berlin, on lui communiqua la nouvelle. Le président Franklin Delano Roosevelt était mort ce jour même à Warm Springs, en Géorgie. Goebbels appela le quartier général de Buss pour leur asséner le point. Il téléphona à Hitler. Les deux furent, selon les témoignages disponibles, dans un état d'euphorie temporaire que les observateurs les plus proches décrivirent comme irréel. Goebbels ordonna à la presse de ne publier aucune expression publique de joie. Notre joie pour la mort de Roosevelt, nous devons la garder pour nous-mêmes. Il calcula avec froideur que toute manifestation de jubilation dans les médias allemands pourrait irriter le successeur, Harry Truman, à un moment où l'Allemagne avait besoin d'explorer n'importe quelle fissure possible dans la coalition alliée. L'espoir dura 4 jours. La mort de Roosevelt ne changea rien à la politique américaine. Les troupes de l'Est et de l'Ouest continuaient d'avancer sur le territoire allemand. Le 17 avril, Goebbels convoqua son équipe, environ 50 personnes, pour ce qui s'avéra être sa dernière grande allocution avant la dissolution du ministère. Il leur parla du film en couleur Kohlberg qui sortait ces jours-là et dont la production avait consommé 108 millions de Reichsmark. Puis il leur parla d'un autre film, plus splendide encore, qui serait projeté 100 ans plus tard. Ce serait le film du Götterdämmerung de Berlin en 1945. Ne voudraient-ils pas apparaître avec honneur dans ce film? Ses subordonnés le regardèrent, selon les témoignages recueillis par Trevor Roper, avec un mélange d'étonnement et la conviction qu'il avait perdu la raison. Le 22 avril 1945, quand les Soviétiques avaient
presque complété l'encerclement de Berlin et que la plupart des fonctionnaires du ministère fuyaient vers l'Obersalzberg pour tomber aux mains des Occidentaux plutôt que des Soviétiques, Goebbels dicta sa dernière entrée de journal. Le sténographe Otto Jacobs l'a pris jusqu'à ce moment. Après quoi, les Goebbels avec leurs 6 enfants se transférèrent dans le bunker sous la chancellerie du Reich. La lettre que Magda Goebbels écrivit à son fils aîné Harald Kant, né de son premier mariage et qui se trouvait à ce moment-là prisonnier de guerre aux mains des Alliés, porte la date du 28 avril 1945, rédigée dans le bunker. C'est l'un des documents les plus perturbants que le régime ait laissé en termes purement humains. Elle dit « Nous sommes ici depuis déjà 6 jours, dans le bunker du Führer Papa, tes 6 petits frères et sœurs et moi pour mener notre existence nationale socialiste à la seule conclusion possible et honorable. Le monde qui viendra après le Führer et le national-socialisme ne mérite pas d'être vécu. Et c'est pour cela que j'ai aussi amené ici les enfants. Ils sont trop bons pour la vie qui viendra après nous et un Dieu clément comprendra que je leur donne moi-même la libération de celle-ci. » La lettre fut remise à l'aviatrice Hannah Reitsch, qui atterrit brièvement sur l'aérodrome improvisé sur l'avenue Est-Ouest de Berlin pour évacuer le général Ritter von Greim, le successeur désigné de Göring à la tête de la Luftwaffe. Reitsch emporta la lettre avec elle en sortant du Berlin assiégé. Harald Kant survécut à la guerre. Il lut la lettre de sa mère après la défaite. À partir de la mi-janvier 1945, après que l'armée rouge a lancé sa grande offensive depuis la Vistule le 12 janvier, Hitler sortait à peine du sous-sol de la chancellerie du Reich. Les seuls moments où il voyait l'extérieur du bunker étaient de brèves sorties dans le jardin détruit de la chancellerie pour que Blondie, son berger allemand, fît ses besoins, ou pour qu'il respirât lui-même un peu d'air non en boîte. Après le 16 janvier, quand il transféra définitivement sa résidence au Führerbunker, la nuit et le jour perdirent leur sens habituel pour tous ceux qui habitaient cet espace souterrain. Les sirènes d'alerte aérienne parvenaient comme des signaux du temps extérieur. Kershaw reconstruit la structure de la journée dans le bunker avec une exactitude qui la rend d'autant plus perturbante qu'elle s'avère reconnaissable. Heinz Ling, l'assistant personnel d'Hitler depuis 1935, avait l'instruction de le réveiller à midi, parfois aussi tard qu'à 1h de l'après-midi. Fréquemment affecté par le cocktail de stimulants, de sédatifs et d'autres préparations que Morel lui administrait chaque jour, Hitler affirmait n'avoir dormi qu'à peine 3 heures. Les alertes aériennes le rendaient nerveux. Mais il avait une règle invariable. Même si c'était au milieu d'un bombardement, il se rasait avant d'affronter sa suite. Le Führer ne pouvait comparaître sans être rasé devant personne. L'après-midi, le déjeuner et le premier rapport de situation monopolisaient le temps. Le dîner commençait pas avant 8 heures et s'allongeait fréquemment plusieurs heures. Parfois, Hitler se retirait 1 heure ou 2 après le dîner, dormait brièvement et revenait pour le second rapport militaire qui commençait habituellement passé 1 heure du matin. À la fin de ce rapport invariablement exténuant pour tous les présents, y compris Hitler lui-même, qui terminait les sessions en lançant des diatribes sur la trahison de ses généraux, il s'asseyait sur le canapé de sa chambre. Alors, il convoquait ses secrétaires. Traudl Jung, Gerda Christian, et parfois la diététicienne Constance Manziarli, qui préparait les repas végétariens d'Hitler, formaient le noyau de ces réunions nocturnes. Hitler leur parlait pendant 1 ou 2 heures. Les thèmes restaient les mêmes que toujours. Les problèmes de l'Église, les races humaines, le monde classique, le caractère allemand. Parfois, il caressait Blondie ou jouait avec le chiot qu'il avait baptisé Wolf. Ensuite, il libérait les secrétaires. Il se retirait dans sa chambre. Selon le calendrier planifié de linge, l'heure du coucher devait être aux environs de 5 heures du matin. En pratique, c'était plus tard. Durant ces mêmes semaines, entre les rapports de situation et les sessions nocturnes de thé, Hitler trouvait un refuge particulier. Les descentes au sous-sol de la nouvelle chancellerie du Reich, où depuis le 9 février 1945, était installée la maquette à l'échelle de Linz, sa ville natale en Autriche, telle qu'il avait rêvé de la reconstruire après la victoire. L'architecte Hermann Giesler avait conçu le modèle. Les adjoints d'Hitler et Bormann téléphonèrent avec insistance au bureau de Giesler les semaines précédentes. Le Führer demandait constamment si la maquette était prête. Quand il put enfin la voir, Hitler se pencha sur elle pendant un long moment.
Il demanda qu'on lui mît une chaise. Il examina les ponts. Il vérifia les proportions des bâtiments. Il visita la maquette 2 fois par jour les jours suivants, l'après-midi et la nuit. C'était la ville de son adolescence quand lui et Auguste Kubizek marchaient sur la promenade du Danube en discutant de comment il la reconstruirait totalement. C'était 40 ans plus tôt, dans le sous-sol de la chancellerie, alors que les obus soviétiques atteignaient déjà les quartiers du nord de Berlin, Hitler contemplait la ville de marbre et de bois en miniature qui n'existerait jamais. Le rapport de situation de 3h30 de l'après-midi du 22 avril commença avec un Hitler déjà visiblement hors de lui. Il sortit 2 fois pendant les premières minutes pour aller dans ses appartements. Puis arriva la nouvelle définitive. Le général Félix Steiner, à qui Hitler avait ordonné d'attaquer pour soulager la pression soviétique sur le nord de Berlin, n'avait pas attaqué. Steiner n'avait pas de troupes suffisantes. L'attaque n'avait pas eu lieu. Hitler ordonna à tous de sortir de la salle, sauf à Keitel, Jodl, le général Hans Krebs et le général Wilhelm Burgdorf. Pendant la demi-heure suivante, la voix du Führer parcourut les couloirs du bunker. Ceux qui l'entendirent de l'extérieur dirent que ce fut quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu, pas même ceux qui étaient dans son entourage depuis des décennies. Quand la tempête s'apaisa, la voix d'Hitler se réduisit à un chuchotement. « La guerre était perdue », dit-il. C'était la première fois qu'il l'admettait devant quelqu'un. Il resterait à Berlin. Il y mourrait. Dans les jours qui suivirent, le rythme du bunker se maintint avec une obstination qui avait quelque chose d'hallucinatoire. Les repas, les rapports, le thé nocturne. Le 28 avril, Goebbels dicta son dernier appendice au testament d'Hitler, dans lequel il déclarait sa décision irrévocable de ne pas quitter la capitale du Reich. La date et l'heure au bas du document. 29 avril 1945, à 5h30. Hitler contracta mariage avec Eva Braun à minuit du 28 au 29 avril. Il convoqua ensuite Traudl Jung pour lui dicter son testament politique. Jung attendit quelque chose de nouveau. Elle entendit la même chose que toujours. Les mêmes ennemis, les mêmes fautes, la même rhétorique de la trahison. Le 30 avril 1945, aux alentours de 3h30 de l'après-midi, Adolf Hitler se tira une balle dans la tempe droite. Eva Braun ingéra du cyanure. Les corps furent sortis dans le jardin de la chancellerie et brûlés avec de l'essence, selon les instructions laissées par Hitler. À l'étage supérieur du bunker, Traudl Jung jouait aux cartes avec les enfants des Goebbels en attendant que leur heure arrivât. Himmler, qui avait cessé de répondre aux appels de Berlin des semaines avant la chute, tenta de traverser les lignes alliées déguisé en sergent de la Wehrmacht avec une documentation fausse au nom de Heinrich Hitzinger. Il commit l'erreur de retirer le cache qu'il portait sur l'œil droit et de mettre ses lunettes à monture épaisse pour s'identifier devant le capitaine Sylvester au camp d'interrogatoire 31 de Lüneburg le 21 mai 1945. La capture fut la conséquence directe de sa propre vanité face à l'insignifiance. Longerich souligne la contradiction finale. L'homme qui pendant des années prêcha la vertu de l'honneur et du sacrifice jusqu'à la mort choisit le déguisement et la fuite. Quand la recherche d'une capsule de cyanure dans sa bouche commença pendant l'examen médical de cette même nuit à Lüneburg, Himmler tourna la tête brusquement pour esquiver les doigts du capitaine médecin Wells, mordit l'ampoule de cyanure et mourut en 15 minutes. 3 jours après, un officier et 3 sous-officiers creusèrent une tombe sans signalisation dans un lieu non révélé des environs de Lüneburg. Il n'y eut pas de cérémonie religieuse, il n'y eut pas de plaque, l'endroit ne fut pas marqué. C'était l'autre face des cérémonies de Wewelsburg, des anneaux à tête de mort rendus au Reichsführer SS après la mort de leur porteur, des écussons héraldiques destinés à être suspendus dans le Gruppenführersaal pour que les générations futures délibèrent devant eux. Il n'y eut pas de génération future des SS. Il n'y eut pas d'écussons héraldiques. L'homme qui les avait planifiés fut enterré en secret par 4 soldats qui ne savaient pas son nom. Göring comparut à Nuremberg avec toute sa capacité de représentation intacte et surprit ses procureurs par son intelligence et sa force argumentaire. Il fut condamné à mort. La nuit du 15 octobre 1946, quelques heures avant l'exécution,
Il trouva la capsule de cyanure qu'il avait cachée pendant des mois dans sa cellule de la prison de Nuremberg. L'origine de la capsule ne fut jamais déterminée avec certitude. Il mourut comme il avait vécu, en trouvant la faille que les autres n'avaient pas vue. Ribbentrop fut le premier des 10 condamnés à mourir à la potence le 16 octobre 1946. Selon les correspondants présents, ses derniers mots furent « Mon dernier vœu est que l'Allemagne redécouvre son unité et que l'Orient et l'Occident parviennent à la paix ». Personne dans la salle ne prit note de cela.